enchaîner avec cette table ronde pour laquelle, à la fin, il y a des échanges avec du coup, la salle ou à distance. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, moi, je vais présenter du coup le docteur Alado, donc, qui est MCUPH en physiologie et rhumatologue de formation et qui a un parcours assez étonnant. Mais parmi tout ce qu'il a fait dans sa déjà riche carrière, il a notamment eu des projets entrepreneuriaux, il a accompagné du coup, un certain nombre d'innovations et il est actuellement du coup fondateur d'une société qui s'appelle RUM, qui accompagne d'ailleurs a priori Calliope. Donc c'est voilà pour l'anecdote, mais sur du coup, la partie réglementaire, mais pas uniquement réglementaire, également le processus de développement clinique. Donc le but aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir sa perspective et sa vision adaptée notamment aux dispositifs numériques. Et donc, on pourra échanger aussi avec lui. Donc, je vais laisser aussi Alexis présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. On va aussi ensuite écouter Fabrice Gzil, qui est co-directeur de l'Espace Éthique Île-de-France. L'Espace Éthique Île-de-France, c'est un lieu d'enseignement, recherche, débat public, observatoire des pratiques éthiques dans le champ de la santé, où moi-même d'ailleurs je travaille, et également directeur de l'équipe de recherche en éthique et épistémologie du CESP, qui fait partie aussi donc de Graduate School. Et professeur d'éthique ici à la faculté de médecine Paris-Saclay. On va tout de suite commencer par donner la parole. Tu vas rajouter quelque chose à Edem, parce que comme l'a dit Arnaud, est-ce que on peut avoir un peu un état des lieux de ce que ça donne de devoir développer un outil numérique dans le champ de la santé, en clinique, quels sont un peu les aspects stratégiques, les questions qui se posent, et puis comment on fait face à la réglementation vis-à-vis de tout ça. Et on t'écoute. Ok, tout d'abord, merci de m'inviter et de me permettre à participer à cette table ronde. Effectivement, comme l'a présenté Arnaud, j'ai un peu la double casquette, celle médicale avec toujours une activité clinique et de recherche, et une qui est entrepreneuriale qui me permet de voir depuis 10 ans un peu l'évolution de l'innovation en santé, l'arrivée de différentes réglementations, le fait que la pandémie Covid a eu aussi une influence et une accélération avec toute, j'ai envie de dire, cette digitalisation que nous avons eue avec la télémédecine et différents items qu'on a vus et la révolution de l'IA qui est en train de venir petit à petit. Tout d'abord, en fait, ce qui est important à retenir quand on parle d'innovation en santé, surtout au niveau numérique et d'IA, c'est, je vais essayer de le prendre, on peut le prendre de la façon technologique, on peut le prendre de l'aspect soin, on va essayer de le prendre plutôt d'un aspect, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'innovation arrive sur le marché? Parce que c'est un peu ça, on voit beaucoup, moi, ce qui m'a animé il y a 10 ans pour me lancer en fait dans l'aventure entrepreneuriale et fonder RUM, où on accompagne des startups, des PME et aussi des institutions pour structurer ça, j'ai vu beaucoup d'innovations qu'on voit sur le terrain, beaucoup de promesses, mais que jamais j'ai pu utiliser sur le terrain de manière fiable. Et quelle est la problématique que nous avons entre la bonne idée, la bonne technologie et quand elle peut venir sur ce marché? Et en fait, par rapport à cela, il faut voir que souvent le gouffre, il est financier, parce qu'il faut avoir beaucoup de fonds pour être capable de développer une innovation, et réglementaire. Parce qu'on itère, ou plutôt, on est dans un domaine qui est particulier, qui est celui de la santé. Effectivement, dans le numérique, on a plutôt une approche qui est de petites itérations qu'on va faire, on push, on fait finalement des releases quasiment chaque jour, plusieurs fois même par jour. Or, on ne peut pas le faire en santé. Vous ne pouvez sortir une version qui doit être pas définitive, mais en tout cas complète pour la mettre sur le marché et la mettre à disposition des patients. Donc déjà, cette philosophie est très différente de la philosophie que nous avons dans le numérique de base. On arrive dans la santé, vous devez sortir un produit fini. Contrairement dans le numérique, dans toutes les autres applications, vous pouvez sortir directement une solution très rapidement. Donc ça déjà, c'est un changement de paradigme complet pour être capable de développer une innovation en santé. Maintenant, quand on se pose sur cette innovation, arrive la liste des réglementations. Bon, déjà, la première, c'est celle de savoir est-ce qu'on est dispositif médical ou pas. À savoir que, bon, pour vous donner un tips rapidement pour savoir si c'est dispositif médical ou pas, vous pouvez lire bien sûr le règlement européen quand vous êtes en UE. Il y a le paragraphe au niveau du chapitre 2 est assez long à ce niveau. Mais retenez une chose, si vous avez un produit numérique où vous avez une notion, qu'elle soit diagnostique, thérapeutique, pronostic, suivi, peu importe, mais que vous entendez derrière le mot d'une maladie, à 95-99%, vous êtes dispositif médical.
Si vous entendez une notion de remplacement d'une fonction physiologique, même chose. Par exemple, un pacemaker, bon là vous le comprenez très facilement, mais ça aussi, ça rentre dans les dispositifs médicaux. C'est important d'avoir ces notions. Maladie, remplacement d'un système physiologique ou anatomique, vous rentrez dans le dispositif médical. Et là, à savoir qu'en Europe, on a eu une bascule qui s'est passée, justement, qui a été votée en 2017 et qui est rentrée en vigueur en 2021 et 2022 pour les mais on va parler que des dispositifs médicaux qui s'appliquent pour les dispositifs médicaux numériques. C'est le règlement européen des dispositifs médicaux. Cette réglementation, elle est basée sur une approche par le risque. Et ça, c'est important de le retenir. Une approche par le risque parce que le législateur va être capable de minimiser le risque qu'on va avoir à l'usage de notre produit. Le premier risque qu'on pourrait noter, c'est le risque qui est interne au produit. On le comprend très aisément. Mon produit a-t-il été bien développé? Est-ce qu'il est biocompatible? Est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce qu'on a fait les tests mécaniques? Est-ce que ça ne va pas se rompre quand je vais monter dessus? Assez simple. Ça, vous avez un audit qui est fait sur une documentation technique qui peut faire 1000 à 2000, 3000 pages pour le premier marquage. Au fur et à mesure, il est itéré, où vous tracez tous les tests que vous avez faits pour garantir la sécurité et vous suivez plusieurs normes, à savoir qu'une norme, c'est un consensus qui a été fait par plusieurs experts pour mettre justement quelles sont les bonnes pratiques. Après, vous avez un autre risque. Le risque est externe au produit. Celui-là, il peut venir, par exemple, est-ce que l'utilisateur l'utilise correctement? Est-ce que le fabricant l'a bien fait? Vous avez développé, là on parle de numérique, le développeur est brillantissime, il a réussi à développer une solution, il n'y a pas une erreur de code, mais il n'a pas tracé ce qu'il a fait. Il quitte l'entreprise. Comment vous reprenez le travail? Comment vous assurez la continuité? Parce qu'on parle aussi de la continuité que vous devez faire pour les produits pharmaceutiques, avoir un stock, être capable de toujours garantir, mais même chose dans le numérique, vous devez garantir la continuité. Si une personne utilise la solution en télésuivi, vous devez pouvoir lui garantir en fait que le traitement est toujours disponible. Donc tout ça est maîtrisé par le système de management de la qualité, ISO 13485, mais à cela s'est rajouté quelques petites choses, parce que qui dit IA a Act, c'est là que ça apparaît. Qui dit données de santé dit RGPD, c'est là que ça apparaît aussi, et aussi d'autres normes 42001 qui sont là. Et enfin, le dernier point, le dernier risque qui a été hypertrophié par ce règlement et qui pour moi est une des approches où je touche finalement ce bien commun et cette notion d'éthique, c'est finalement le risque induit par la variabilité humaine, la variabilité du vivant. On en a parlé un peu dans les études statistiques. Est-ce que le produit fonctionnera chez les hommes ou chez les femmes? Est-ce qu'il fonctionnera à tout âge? Est-ce qu'il fonctionnera sur tout stade de la maladie ou autre? Quelles sont les données que vous avez eues d'entrée? Parce qu'on se retrouve de plus en plus avec des boîtes noires, surtout quand on parle d'IA. L'algorithme est là à une performance. Vous avez l'article. Mais allez chercher finalement, vous avez uniquement ce tableau 1 dans l'article scientifique qui vous dit voici les caractéristiques du patient. Mais il y a aussi d'autres caractéristiques peut-être qui ont été présentes, qui ont induit des biais sur les algorithmes et qui vont faire que votre IA ne sera pas correcte. Un exemple typique, pendant la pandémie Covid, qui a été problématique, qui a fait un édito au New England Journal of Medicine, c'est sur les oxymètres. Pendant la pandémie, les oxymètres que vous avez pour mesurer la saturation pulsée en oxygène, il y a eu des rappels qui ont été faits par la FDA, donc c'est eux qui réglementent l'accès des dispositifs médicaux et autres produits comme les produits pharmaceutiques, parce qu'il y avait une différence de mesure entre la pression qui était prise avec l'oxymètre en infrarouge et le gold standard qui est un gaz du sang, chez les personnes qui étaient afro-américaines. Parce que la photoplethysmographie, comme on vous envoie un infrarouge pour être capable de reprendre, la mélanine en fait qui est présente et les phototypes 5-6 de Fitzpatrick, donc assez carnation sombre, faisait qu'il y avait une altération du signal. Et cela a été fait parce que les algorithmes qui existaient depuis des années étaient faits chez des personnes caucasiennes, hommes. Et je dis bien hommes. Parce que même on retrouve aussi chez les femmes quelques différences qui sont présentes. Donc c'est là, je pourrais dire que finalement, la réglementation européenne, c'est un peu hypertrophié. On dit que souvent qu'elle est très contraignante, même si les Américains ont tendance à aller aussi vers ce sens, mais pour garantir, en fait, être capable d'épouser toutes ces évolutions. En pratique, tout cet ensemble de risques qui est évoqué par le règlement européen, comment est-ce que dans le développement d'un outil, on a l'impression, on ressent que c'est plutôt justement une contrainte ou plutôt quelque chose qui émerge de la clinique, où on le sent tout de suite, cet ensemble de risques qui arrive? Alors, s'il y a des entrepreneurs et des porteurs ici dans la salle, je pense qu'ils pourront en tout cas confirmer. Je pense qu'au début, on commence avec un optimisme
en se disant on veut monter ça, on veut mettre ça en avant. Puis on a ce gouffre réglementaire qui arrive avec tout ce qu'on doit faire, ceci, cela, cela, cela. Et on en a parlé avec la première présentation, 3 ans avant que le produit arrive sur le marché. C'est à peu près les durées que vous avez. Donc vous devez penser une innovation pour un système futur par rapport à ça. Et effectivement, toutes ces contraintes de risque arrivent, CRISP demande des fonds pour finalement développer. On pourrait dire que le gap est environ de 3 millions à 5 millions qu'il faut pour sortir sur le marché un dispositif médical numérique non implantable. Et c'est en fait ces éléments qui sont financiers et aussi contraignants, parce qu'on part avec un enthousiasme qui est c'est du numérique, ma solution va sortir immédiatement. Mais en fait, vous êtes en train de développer sur des technologies du passé, j'ai envie de dire actuelles, mais qui seront passées quand vous allez pouvoir sortir votre produit. Et ça, c'est à prendre en considération. Et du coup, j'ai une question moi, sur la partie réglementaire. On parle là beaucoup de dispositif médical, de marquage, donc avec les entreprises qui développent ces outils. Une fois que l'outil est disponible, on voit qu'il y a aussi eu des difficultés dans la cohorte pour avoir l'autorisation de la CNIL, etc., pour pouvoir utiliser dans le cadre d'autres, donc une utilisation enfin, dire, secondaire de ces outils. Est-ce qu'actuellement, il y a des choses qui sont faites pour simplifier l'utilisation, par exemple, de ces objets connectés dans le cadre de la recherche, ou est-ce que c'est aussi complexe que ce qui a été montré là sur le premier exemple? Alors, on est la génération crash test. C'est-à-dire que je vois de manière concrète les premiers dossiers qu'on a déposés d'investigation clinique en 2021. Tout le monde apprenait. La NSM, le CPP, l'organisme notifié qui donne le marque HE. 2023-2024, les dossiers qu'on a demandés, tout le monde est venu un peu plus hypertrophié. Donc, d'un coup, on a des questions, une liste de questions qu'on n'attendait pas. Donc, nous, on s'est préparé sur ce qu'on avait appris en 2021 et ça s'est de plus en plus complexifié. Maintenant, j'ai tendance à dire au niveau de la CNIL, ils sont de plus en plus rodés, au niveau des CPP également. Ils nous demandent de plus en plus à respecter tel point, tel point, tel point. Donc, on commence par converger vers une pratique qui est assez maîtrisée, qui est par exemple une norme, la 62304, qui est une norme qui est finalement le développement des logiciels dispositifs numériques et qui demande le cycle en V. Il vous demande toutes les étapes. Voilà, donnez-nous le rapport de toutes les étapes que vous avez développées en conformité. Ça évite toutes les questions qu'on avait avant sur tel point ou tel point. Donc, je dirais, on apprend, mais je pense qu'on a encore 2-3 ans, vu le rythme, pour arriver à une vraie convergence des pratiques. Donc ça reste complexe d'utiliser des objets connectés en pratique. Et peut-être une autre question donc là, qui est plutôt liée au LLM dont on parlait tout à l'heure avec Calliope, mais on voyait donc les modèles généralistes et puis les modèles qui pourront ensuite être peut-être intégrés dans un dispositif médical. Comment est-ce que toi tu vois les choses par rapport à l'aspect on voit que tous les modèles lancent ChatGPT Health, il y a Claude Health, enfin, il y a tous ces modèles qui sont finalement des choses que tout le monde peut utiliser. Est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir une réglementation sur ça qui va advenir, ou est-ce que finalement il y aura toujours cette zone grise où certaines choses sont finalement un dispositif médical, d'autres ne le sont pas, et voilà. Comment est-ce que tu vois les choses? Alors concrètement, c'est des dispositifs médicaux s'ils se revendiquent vouloir avoir une action thérapeutique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils disent que voilà, on va faire med quelque chose ou typiquement pour de la santé, ils sont dans le dispositif médical. Donc on a déjà tout l'arsenal de réglementation et aussi de sanctions possibles par rapport à ces pratiques. Maintenant, on les active pas. Maintenant, c'est une autre question qui est plutôt un enjeu presque, j'ai envie de dire, économique qui est présent. C'est pourquoi on les active pas. On veut avoir un fleuron américain, fleuron français, de l'innovation. Donc, on ferme un peu les yeux sur ces points. Mais ça ouvre quand même des risques. On a parlé qui a été bien présenté, de tous les risques suicidaires qu'on se retrouve avec l'utilisation de ces LLM. Maintenant, quid de quand vous allez voir un praticien et qui va vous dire, finalement, je pense que c'est ça. Le LLM dit, non, c'est ça. Le patient va commencer par croire de plus en plus le LLM. Moi, en consultation, je vois de plus en plus de patients arriver en me disant, je ne suis pas médecin, mais, et j'ai vu avant c'était Google, et j'ai vu sur ChatGPT, mais le problème, c'est est-ce que le patient était capable de rentrer correctement ses symptômes? S'il a rentré ses symptômes qui étaient juste une prise de sang, par exemple, en disant, voilà, analyse-moi la prise de sang, c'est numérique. Mais par exemple, d'un point de vue, moi qui suis rhumatologue, locomoteur, comment vous allez, où on parlait de la douleur, comment vous allez la caractériser, comment vous allez caractériser tel mouvement, telle différence, on n'y est pas encore au niveau des analyses. Mais le patient peut retranscrire ça, ou même le professionnel de santé avec un biais, et c'est le problème de ces outils qui vont dans tous les cas donner une réponse,
qu'on va utiliser et qui vont causer un problème en soins. Et maintenant, en réglementation, je pense qu'à un moment, pour l'instant, je pense qu'on va fermer les yeux, mais je pense qu'à un moment, ça va redescendre. Et ça, la NSM peut le faire aussi directement. Après, c'est une volonté un peu plus large politique de est-ce qu'on laisse l'innovation pour avancer et après on réglemente et on sévit, ou est-ce qu'on sévit d'entrée? Mais après, là, on est sur des problématiques de soins. Qu'est-ce qui se passera quand il y aura des décès, s'il y en a déjà, mais s'il y en a dans une pratique de soins, qui est responsable? Le LLM, le praticien, le système de santé. C'est là où je pense que quand on va rentrer dans les réparations et les procès, que là, on va se saisir de la question entièrement. Et après, peut-être une dernière question, on passera peut-être à la suite, mais là, il y a un certain nombre de personnes qui sont un peu méthodologistes dans la salle. On a bien sûr beaucoup d'expériences sur les essais contrôlés randomisés avec les médicaments, sur les essais diagnostiques, on a des grilles, des consensus, on a des méthodologies un petit peu de référence. Sur l'IA, ce qu'on voit quand on regarde un peu la littérature, c'est qu'on a énormément de méthodologies différentes. Parfois, vous avez des papiers sur l'IA qui en fait ne font qu'évaluer des modèles entre eux, mais c'est juste une précision technique sans un impact clinique. Parfois, vous avez des modèles enfin des papiers dans lesquels on va avoir vraiment une randomisation, comme ça peut être montré. Mais derrière, est-ce que vraiment les patients ont été randomisés ou est-ce que c'est finalement que des modèles qui ont été randomisés? Enfin, il y a énormément de variabilité. Et encore une fois, parce que c'est assez nouveau dans la façon de l'évaluer, parfois c'est IA versus humain, parfois c'est humain plus IA, comme je disais la dernière fois. Est-ce que tu penses que là-dessus, parce qu'avant même d'avoir un dépôt réglementaire, il faut générer des études cliniques, est-ce que tu penses que c'est en train d'évoluer dans le bon sens, qu'il y a une homogénéité, il y a des consensus qui sont en train de se créer, ou est-ce que ça reste encore très variable et finalement on n'a pas du tout encore convergé vers une méthodologie un peu de référence pour évaluer ces outils? Alors, je dirais, merci de la question, elle est très pertinente. En fait, il y a un consensus au niveau des organismes notifiés, et c'est assez clair en fait par rapport à ça. Toutes les phases qui sont d'évaluation de l'algorithme d'un point de vue développement de cet algorithme, je dirais la partie recherche, est toujours libre. Dès que vous allez rentrer dans le développement, dans le but de la commercialisation, c'est assez cadré. Vous devez répondre à la question de performance, mais performance clinique, la question de sécurité et la question de rapport bénéfice-risque. Et sur ça, en fait, ils sont assez intransigeants. Ça va être toujours la même chose par rapport au gold standard. Donc, vous allez vous retrouver soit en randomisé. Si vous êtes sur du diagnostic, vous allez vous retrouver sur une étude diagnostique. Sinon, si c'est un système de mesure, vous allez être sur une étude de concordance. Et on considère que l'algorithme d'IA, au moment où on va le passer en évaluation, il est figé. Donc, on a de l'IA dans toute la partie développement, mais au moment où il devient dispositif médical, aujourd'hui où il rentre dans ce pipeline, il est figé. Donc pour moi, ça devient un algorithme numérique figé qui donnera des éléments avec les pondérations qui sont déjà figées. On n'a plus ce caractère mouvant qui est à l'intérieur, donc on est sur une évaluation d'un logiciel classique. Mais effectivement, il commence par avoir des discussions maintenant sur est-ce qu'on peut rentrer une notion d'itération, parce qu'on met à chaque fois 18 mois pour sortir en fait un algorithme, le temps de l'évaluer, plutôt pas de le sortir, de l'évaluer. Maintenant, il faut la vitesse des organismes notifiés, il faut la vitesse quand même de l'étude clinique parce qu'il faudra toujours être capable de faire une investigation clinique pour prouver. Donc, je pense qu'on a toujours cette contrainte qui est aussi la cinétique de la santé pour être sûr d'assurer, pour être capable d'assurer un niveau de risque maîtrisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de risque, mais au moins on le maîtrise et on l'a quantifié. Et les personnes, que ce soit les praticiens, que ce soit les patients, sont en pleine conscience avant de choisir un outil de santé. C'est surtout ça en fait. Mais le pipe, pour le développement, c'est toujours le même. Pour le côté recherche, c'est là où on a beaucoup plus de créativité, si je peux le dire comme ça. Alors, Eden l'a dit tout à l'heure, en se confrontant à la question de la réglementation, on arrive à la question de l'éthique et cette question, quelque part, du bien commun, de l'intérêt général qu'il y a derrière. Est-ce que c'est vrai que souvent, quand on prend l'angle uniquement réglementaire, on se concentre sur la question de la conformité et juste la conformité donne pas vraiment d'indication sur le progrès qu'il y a quelque part, qui est sous-jacent. Et nous, à l'Espace Éthique, on a travaillé sur l'innovation en santé de manière générale il y a 2-3 ans. Et en fait, on a fait un séminaire annuel. Tous les mois, on a reçu à la fois des personnalités de la philosophie des sciences humaines et sociales et des personnalités de start-up qui développaient des outils d'innovation en santé. Et on a essayé de voir par la discussion ce qu'on pouvait appeler innovation en santé. Ça nous a permis de dégager, selon nous, 4 axes. C'est pas 4 axes au choix, c'est introduire une innovation en santé, ça
pose toujours 4 questions qui sont pas tout à fait les mêmes et qui permettent de prendre le problème de est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'introduire cette innovation d'une manière différente. Les 4, et donc je vous propose de vous dire les 4 parce qu'il me semble que ça s'applique assez bien aussi à la santé, spécifiquement aux questions de santé numérique, même si l'innovation, ça peut être aussi l'innovation même matérielle. Hein. C'est pas spécialement que les questions numériques. Le premier angle, c'est l'approche par la nature même de la technologie. Le deuxième, c'est l'approche bénéfice-risque que normalement, ici, on connaît assez bien, qui est assez standard. La troisième, c'est l'approche par la production. Et la quatrième, l'approche par les normes. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer les 2 premières, et puis ensuite, je passerai la parole à Fabrice pour les deux suivantes. L'approche par la nature même de la technologie, c'est de se poser la question, est-ce que ce qu'on est en train de développer comme outil, c'est acceptable ou c'est répréhensible en tant que tel? Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas tellement notre manière de réfléchir, nous, professionnels de santé ou chercheurs dans le domaine de la santé. On a assez peu de rapport à la nature des technologies elles-mêmes, mais il y a quand même dans la population générale, c'est assez fréquent. Moi, c'est une question que j'ai rencontrée pas d'abord dans le numérique, mais quand je travaillais sur des thérapies géniques. Et en fait, assez vite, les gens se demandent est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de transformer le génome des gens? Peu importe les conséquences, peu importe ce qu'on cherche à faire, est-ce que c'est pas répréhensible en tant que tel de le faire? Alors, dans le champ du numérique, on pourrait se demander est-ce que c'est pas répréhensible en tant que tel de créer des LLM qui miment l'intelligence humaine? Peu importe ce que ça produit derrière. Ou même de produire des LLM qui sont là pour être empathiques. Peut-être que ça marche, peut-être que ça fait que les gens vont mieux, mais est-ce que toutes les conséquences, même bénéfiques, vaillent le coup de développer ce type de technologie? Donc ça, c'est un premier angle de questionnement. Alors d'ailleurs, soit dit en passant, je trouve ça intéressant, on se demande si les LLM sont empathiques, alors qu'il me semble que l'empathie, c'est vraiment une caractéristique de la personne, de la conscience, le fait de partager les sentiments de quelqu'un. Donc, il me semble que par définition, on peut difficilement dire que les LLM sont empathiques, mais en tout cas, ils miment une empathie qui produit le soin qu'une personne empathe produit habituellement. Bref, je clôt la question, mais bon, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Voilà, la nature même de la technologie déjà pose question. La deuxième approche, c'est l'approche bénéfice-risque ou coût-bénéfice. Donc celle-là, c'est vraiment l'approche qui est assez classique dans le monde de la santé. Est-ce qu'on gagne plus à introduire cette technologie qu'on perd à... Alors, est-ce qu'on gagne plus à introduire? Est-ce que les risques dépassent les bénéfices dépassent les risques? C'est la première chose. Et puis, ne pas introduire une technologie, c'est aussi toujours un choix. Donc, on peut aussi se demander, est-ce qu'il y a plus de bénéfices à ne pas introduire une technologie qu'à le faire? Donc ça, il me semble que dans la réglementation, tout à l'heure, tu disais, il y a trois grands axes, c'est la performance, la sécurité et le bénéfice-risque. Donc, je pense que, selon moi, la réglementation nous incite à prendre la question de l'intérêt général ou de l'intérêt commun sous l'angle calculatoire un peu du bénéfice-risque. La troisième approche, c'est l'approche par la production. Donc là, ce sera vraiment, est-ce que les conditions de production, hein, pas seulement le résultat, pas seulement l'outil, mais toutes les conditions de production sont acceptables? Est-ce que ça modifie des rapports de pouvoir, des rapports de dépendance? Et je vais laisser Fabrice développer dans un instant. Et l'approche par les normes, c'est que toute technologie, en fait, ça transforme notre relation au monde et aux autres. Je donne un exemple comme ça, mais tout à l'heure, on parlait de la montre connectée et qui suit le sommeil. En fait, les gens avaient l'air très favorables, ils avaient l'air d'être contents de le faire, plutôt il y avait une adhésion, mais c'est parce qu'en fait, il y a aussi un rapport, ça change complètement le rapport à soi-même, on est dans ce qu'on appelle le quantified self. Oui, les gens étaient favorables, mais est-ce que pour autant c'est un type une modalité d'être au monde qu'on a envie de promouvoir? Et ça, c'est pas des choses du tout qu'on peut mettre en chiffres ou en calcul, c'est vraiment des choix de société. Je te laisse la parole, particulièrement pour ces deux derniers aspects. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, et merci notamment pour
les 3 exposés précédents qui nous ont montré à quel point il y a une grande diversité des usages de l'IA en santé en fonction de l'utilisateur. Alors, sur cette question de la production, les 2 premiers axes développés par Alexis, c'est on se pose sur un usage ou une technique en principe est acceptable. L'autre en pratique, l'approche par la production, ça nous amène à élargir de ces effets. Alors le premier auquel on pense, c'est les enjeux de sobriété, de consommation d'énergie, d'impact sur l'environnement. Vous avez vu qu'il y a des contentieux sur l'installation des data centers et un certain nombre de maires qui essayent de les empêcher. Ces immenses entrepôts qui abritent des serveurs informatiques qui peuvent parfois consommer autant d'électricité qu'une ville comme Rouen et Bordeaux, chacun, qui vont nécessiter d'augmenter la production électrique et donc à terme les centrales nucléaires par exemple, d'implanter des éoliennes et qui nécessitent aussi ces data centers des refroidissements, des systèmes de refroidissement qui emploient d'immenses quantités d'eau. Google a reconnu avoir prélevé dans le monde 28 milliards de litres d'eau en 2023, 28 milliards de litres d'eau, dont les 2/3 d'eau potable. Ça, c'est la question que nous devrions tous nous poser. C'est vrai qu'on a du mal à le faire, de notre sobriété dans l'utilisation de ces outils. Une recherche sur ChatGPT, ça consomme 10 fois plus d'électricité qu'une recherche sur Google. On n'y pense pas forcément, mais cet impact de technologies qui ont l'air immatérielles, parce que l'intelligence artificielle nous renvoie vers un univers où on voit des algorithmes et des calculs, ils ont une matérialité et ils consomment de l'énergie et notamment de l'eau et de l'électricité qui sont pour nous des ressources rares et des ressources contraintes. Le deuxième élément de production, pour moi, il est lié à la panne, à la question de la panne du secteur. Vous avez vu, sans doute comme moi, en Californie, ces véhicules réputés autonomes, au moment d'une panne électrique dans une grande ville, totalement s'arrêter au milieu des carrefours avec les warnings allumés, bloquer la circulation et bloquer l'accès des secours parfois. La panne dans un système technique, c'est pas un accident du système technique, ça fait partie de son essence. On sait qu'il va tomber en panne, donc on sait qu'il va aussi de temps en temps dysfonctionner. On sait à Paris-Saclay, on le sait plus que d'autres, que les cyberattaques aussi, c'est possible. Et donc, ces questions de dysfonctionnement, je pense que c'est pas quelque chose à mettre de côté. La question de comment on fera si une panne survient, si on n'a plus accès aux données à un moment donné ou pendant une période, ou si le système qui les traite le fait. Bien sûr, on va l'intégrer, et une partie de la réglementation vise à le faire, mais cette question-là me semble fondamentale. Et la troisième sur cette question des approches par la production, c'est qu'est-ce qu'on crée en termes socio-économiques? Qui va s'enrichir avec ça, concrètement? Quel métier possiblement, non pas tellement on va supprimer, mais quel aussi nouveau sous-prolétariat on risque de créer avec cette ingénierie et ce monde de l'industrie. On va reconfigurer certains métiers, on ne va pas faire disparaître très probablement les médecins, ni les professeurs, ni les chercheurs. En revanche, on va reconfigurer leur métier. Et est-ce qu'il n'y a pas des effets de bord pour que cette industrie-là fonctionne, qui va consister alors que certains vont tirer des profits extrêmement importants, financiers extrêmement importants, est-ce qu'on ne va pas créer une nouvelle classe d'exploitation? Certains d'entre vous ont peut-être vu l'histoire de Souleymane, ce film sur un réfugié qui est en France et qui attend la décision de savoir s'il aura l'asile ou pas. Il travaille pour Uber Eats, alors il travaille en utilisant la licence de quelqu'un d'autre. Et cette capacité de ces outils qu'on peut, comme utilisateur, avoir très simple, comme une application sur son smartphone, il y a derrière une économie qui on nous fait rêver avec ces grandes entreprises, et il y a aussi une économie qui est moins agréable à regarder, qui produit parfois de la pauvreté et voire de l'exploitation et par moments des nouvelles formes d'esclavage. Et donc cette éthique des technologies, elle ne va pas seulement pointer effectivement ces risques, ces dangers, mais il faut aussi, je trouve, les nommer. Le quatrième point, c'était l'approche par les normes, et Alexis l'a dit, sur la façon dont une technique, une technologie, une solution, je mets tous les guillemets nécessaires, une innovation va entraîner. Alors pour entrer dans cette question-là et pour pouvoir commencer à y réfléchir, il faut que nous nous départissions d'une habitude de pensée que nous avons tous, qui est de nous dire qu'une technologie en tant que telle,
elle n'est ni bonne ni mauvaise, que tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et on commence tous par là, et même on revient tous par là, et c'est plus qu'une erreur, cette pensée, c'est une illusion, parce qu'elle est récurrente, et à chaque fois on en revient là. On a tendance à se dire que les techniques, elles ne sont pas en tant que telles porteuses de valeur. Ça valait peut-être dans le monde technique d'hier. Il y a une chaise là devant nous. Cette chaise, je peux l'utiliser pour m'asseoir. Je peux éventuellement l'utiliser pour aller changer un néon si je veux. Si on est agressé, peut-être qu'on l'utilisera pour la lancer sur nos agresseurs. Vous voyez que je peux lui assigner une finalité, une visée que moi je lui donne. Donc ça suppose que cette idée-là, une technologie en tant que telle, n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de l'usage ou de la finalité qu'on lui donne. Elle repose sur 3 présupposés. Le premier, c'est comme que nous sommes à distance de cet outil ou de cette technique, qu'elle s'apparente pour nous à un outil et qu'elle est dans une forme d'extériorité par rapport à notre corps et par rapport à notre esprit. Deuxième présupposé, ça suppose que nous sommes libres de l'utiliser tout court, ou de l'utiliser d'une certaine façon. Et ça suppose que nous avons une marge de manœuvre par rapport aux usages. Et ça suppose, troisièmement, que c'est nous, les utilisateurs, qu'on soit chercheurs, qu'on soit médecin, qu'on soit patient, que c'est nous qui assignons des buts, des fins, une finalité, un objectif, une visée, un sens à cette technique que nous utilisons. En réalité, aucun de ces 3 présupposés est rempli. D'une part, on est de moins en moins à distance de ces technologies numériques parce que du fait de leur miniaturisation, du fait de leur facilité d'usage, de leur ergonomie, elles entrent dans nos vies avec ce que certains appellent une pervasivité extrêmement forte. Et on n'est pas à distance, on est à distance de la chaise, on n'est pas à distance de notre portable, on n'est pas, que ce soit le téléphone ou l'ordinateur, les montres connectées, elles sont sur notre corps, on les porte. Et donc cette distance, elle est en train de s'abolir et le monde technologique dans lequel on vit n'est plus le monde technique même du 19e ou du début du 20e siècle. Deuxièmement, on n'est pas du tout libre de les utiliser ou pas. Vous pouvez essayer de résister. Je ne sais pas si je connais encore quelques personnes qui essayent, qui n'ont pas de smartphone, qui utilisent peu Internet, mais essayez en ce moment, surtout si vous êtes dans le monde du travail, de ne pas être joignable, de ne pas pouvoir faire une visio, de ne pas pouvoir répondre à des mails dès que vous avez un tantinet de responsabilités. Non seulement on n'est pas libre de les utiliser, mais on n'est pas libre non plus de les utiliser de la façon qu'on veut. Elles prescrivent un certain nombre d'usages. Je ne sais pas si vous avez été au volant d'une voiture récente ces derniers temps, et plus le droit à la moindre, on surveille votre fatigue. Est-ce que vous n'êtes pas rabattu trop rapidement? Est-ce que votre vitesse n'est pas excessive? Est-ce que vous êtes bien au milieu de la voie? Sinon, ça se met à sonner. Donc, le dispositif, y compris, là, c'est par des moyens... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de faire une pause? Vous dit parfois le véhicule, mais on vous nudge dans les usages. Pensez aux questions que vous pose ChatGPT après une première recherche. Est-ce que vous voulez que je vous propose ceci ou cela? Et on n'a pas cette liberté qu'on imagine par rapport au dispositif. Et puis, elle n'est pas neutre, c'est ce que disait Alexis pour finir. Elle n'a pas de neutralité axiologique, c'est-à-dire que quelle que soit la solution, l'innovation, la technique, on peut bien sûr décider partiellement si on l'utilise et comment on l'utilise ou quelle finalité on lui donne, mais en réalité, elle est elle-même porteuse de valeur. C'est même d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle la plupart du temps des solutions. Si elle se présente comme, je déteste ce terme, hein, mais si elle se présente comme des solutions, ça veut dire qu'il y a un problème qui a été identifié. Et nous savons tous que dans notre vie, les problèmes, ils sont en partie objectifs, mais ils sont aussi construits. Et donc, il y a un problème qui a été construit auquel la solution dit qu'elle va apporter la réponse. Je ne dis pas qu'il n'était pas là, qu'il est totalement artificiel ou imaginaire, mais il a été construit et elle assume qu'il y a certains problèmes dans le réel qu'on va essayer de résoudre. Et donc, elle est porteuse de normes, de problématisation du réel, de construction d'un certain nombre de difficultés, ne serait-ce que quand elle nous promet de gagner du temps. Il y a une visée, il y a une norme, il y a l'idée que faire les choses plus vite, c'est bien. Pas toujours sûr que ce soit le cas, mais en tout cas, vous voyez, c'est un bon exemple. Elle est porteuse de quelque chose, de valeurs.
Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train, en disant ça, en disant qu'elles sont porteuses de normes, je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement un problème. Je suis juste en train de dire que nous devons peut-être apprendre à nous départir d'une certaine naïveté par rapport à ces outils. Il n'y a pas de distance, il y a une moindre liberté, et il y a des valeurs qui sont imbriquées, à nous de les voir, opérer. Dans ce rapport et à déniaiser notre rapport, ce qui est difficile parce qu'il y a un effet de fascination et d'effet waouh de cette technologie, de ce qu'elle permet scientifiquement, de ce qu'elle permet techniquement, de ce qu'elle permet dans nos vies pour communiquer, pour parentaliser, enfin, pour s'alimenter quand vous regardez ce qu'il y a dans votre assiette ou quand vous regardez scanner un produit pour voir sa composition, il y a un effet de fascination. Je finis si j'ai encore 2 minutes. Même plus, alors je prends un tout petit peu plus. La première chose, c'est le philosophe de la médecine, Georges Canguilhem, il disait que on a tendance à penser que la médecine, c'est une technique qui s'appuie sur une science et qui va porter sur le vivant. Il y a la biologie, ou la physiologie et la pathologie, qui seraient des sciences sur lesquelles desquelles la médecine découle comme technique. Alors, Canguilhem disait que c'était un art au carrefour de plusieurs sciences, mais disons une technique découlant d'une science qui va s'appliquer au vivant. Et Canguilhem nous invite à revoir les choses totalement différemment. Il ne faut pas voir une science qui permet une technique qui va s'appliquer au vivant. Il faut voir d'abord la vie, et nous, comme organismes vivants, qui essayons de maîtriser notre milieu. Pour essayer de maîtriser notre milieu, nous déployons un certain nombre de techniques. Ça va des techniques les plus rudimentaires, des outils pour faire la cuisine, par exemple, le feu, la cuisson, etc., à des outils extrêmement sophistiqués. Et pour Canguilhem, la science, la vie a pour prolongement la technique, et la technique se donne elle-même pour prolongement une science, pour être plus efficace. Il y a chez lui l'idée que la science est secondaire à la technique, décidément, et que, par exemple, la biologie, la physiologie va permettre à la technique médicale de devenir plus efficace. Donc, on n'a plus une séquence science, technique, vie, on a une séquence vie, technique, science. La technique est un déploiement de la vie pour maîtriser le milieu, et la science est quelque chose qui va rendre la technique plus efficace, plus efficiente. Ce qui faisait dire à Canguilhem que quand la science, c'est la biologie, c'est la vie qui se prend elle-même pour objet, la vie qui a donné naissance à la technique, qui donne naissance à une science, qui se regarde elle-même pour essayer de se réfléchir. Je crois que quand on pense à intelligence artificielle, la séquence canguilhémienne, elle est intéressante parce que ces LLM, ces algorithmes, c'est de la technique, qui est en train de non seulement va se donner une science, mais qui va produire des connaissances d'une nature nouvelle. Et je trouve que vos exposés à tous les trois tout à l'heure l'ont extrêmement bien montré, à quel point il y a ces machines sont en train de changer la nature de la connaissance du vivant et des maladies et de la santé que nous avons et de les modifier rapidement. J'ajoute comme dernier point peut-être sur le changement en termes de normes. Effectivement, ça change notre rapport, probablement ça va changer le rapport médecin-malade, ça va aussi changer le rapport que nous-mêmes nous entretenons à notre propre santé, et ça le change rapidement. Combien tu me donnes encore? 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes? Alors en 3 minutes, je voulais simplement... c'est une littérature extrêmement prolifique en éthique sur le sujet. Je voulais simplement attirer votre attention sur 4 grandes références. Simplement, vous les mentionnez si c'est des sujets qui vous intéressent. Elles ne pointent pas exactement dans le même sens. La première, c'est un document de l'OMS qui a maintenant 5 ans, qui date de 1921, qui s'appelle « Éthique et gouvernance de l'intelligence artificielle pour la santé ». Il est extrêmement bien fait. Il est, comme tous les produits des textes de l'OMS, traduit en français. Et il y a dans ce document... ils prennent 3 actes, ils montrent comment l'intelligence artificielle peut servir les patients et les communautés, mais comment elles peuvent avoir des conséquences si ceux qui les financent, les conçoivent, les réglementent ou les utilisent ne tiennent pas compte des droits humains notamment, que ces technologies peuvent aider les prestataires de soins de santé à améliorer les soins,
mais que ça suppose que on s'assure, et c'est ce que disait Edem, de sûreté, efficacité, utilisation fiable et adéquate et mécanismes de contrôle. Et troisièmement, qu'il y a une promesse de permettre aux patients et aux communautés de prendre la main sur leurs propres soins et sur leur propre santé. ChatGPT Santé, c'est quand même une révolution, hein. Vous pouvez plugger donner à ChatGPT vos résultats médicaux, vos ordonnances, lui donner tout un tas d'éléments. Et donc, il y a aussi une promesse d'autonomisation des patients par rapport à leur santé, que ce soit nous dans une bonne santé relative ou des patients avec des maladies chroniques. Ça suppose que leurs droits et leurs intérêts ne soient pas subordonnés aux intérêts économiques et commerciaux des entreprises, ni à la volonté de surveillance ou de contrôle social des pouvoirs publics. Et ça suppose aussi, je suis attentif à ce risque, que l'aptitude de l'intelligence artificielle à détecter des risques pour la santé des patients et des populations, elle soit intégrée de façon à ne pas porter atteinte, dit l'OMS, à l'autonomie et à la dignité humaine et à maintenir l'homme au centre de la prise de décision. Et il y a notamment cet effet de détection de risques, que ce soit pronostic ou diagnostic à court terme. Le deuxième document, je vais aller beaucoup plus vite, mais c'est un document français de l'INSERM paru en février 2025. Guide de bonnes pratiques de l'intelligence artificielle à l'INSERM, c'est 10 grandes recommandations. C'est extrêmement bien fait. Très franchement, je vous y renvoie si vous le voulez. Ça décrit et ça donne une dizaine de grandes recommandations, notamment aux chercheurs, aux scientifiques dans ce domaine. Ça va de transparence, vérification des résultats, documentation des données, intégrité, contrôle, formation, etc. Troisièmement, je voulais vous signaler un gros travail du ministère de la Santé, la délégation du numérique en santé, qui date de juillet 2025. C'est des choses récentes. C'est un guide d'implémentation de l'éthique dans les systèmes d'IA en santé. Ça apprend étape par étape les questions qu'on se pose. Ça, c'est surtout pour les développeurs de technologies. Et puisque la CNIL a été citée, moi j'ai beaucoup travaillé sur la CNIL pour des questions de nouvelles technologies dans le grand âge. Je trouve qu'ils ont par moment une image très poussiéreuse, et on rappelle qu'ils ont été créés en 1978. La CNIL, à l'heure actuelle, c'est une institution que je trouve extrêmement dynamique, qui essaie d'accompagner l'innovation. J'ai entendu que ça avait mis du temps d'avoir l'autorisation, hein. Pour tous les comités d'éthique, il y a la question du temps, et il faut que tout le monde s'améliore là-dessus. Mais je voudrais quand même souligner que la CNIL fait des efforts considérables pour accompagner l'innovation. Et donc, vous trouvez sur son site depuis mars 2026 un document qui s'appelle « Développer et évaluer des systèmes d'IA en conformité avec la réglementation ». Et ils prennent de la constitution d'une base de données, que ce soit pour des recherches ultérieures ou pour le développement d'un système d'IA, jusqu'à l'évaluation de l'impact et du déploiement. Ils donnent des exemples. Ils montrent notamment le travail qu'ils ont fait avec SOS Médecins ou avec des chercheurs qui cherchaient à développer un algorithme d'aide à la décision d'admission en réanimation pour prédire les crises de décompensation cardiaque, pour aider à la détection des AVC. Donc, il y a des cas d'usage et ils vous montrent comment concrètement se mettre en conformité avec la réglementation, avec des questions à se poser, des ressources. Moi, je trouve que ce pas-là que fait la CNIL en faveur de l'innovation, ça va dans le sens, moi, de ce qui est vraiment mon credo, c'est que l'éthique et la déontologie ou la réglementation n'est pas là pour ralentir ou pour bloquer le progrès. L'éthique et l'innovation ne sont pas face à face. Il n'y a pas une police de l'éthique qui vient empêcher l'innovation. Il est sûr que les délais de réponse, et pour moi-même déposer des appels à projets, les délais de réponse par moment, c'est vraiment agaçant et ça ralentit. C'est parfois lié au staffing des instances, mais ça a vocation à faire de la bonne innovation scientifique, technique, dans l'intérêt des patients et du système, et respectueux de l'éthique. Et je finis juste, il y a un comité, vous connaissez tous le Comité national d'éthique, créé en 1983 pour les sciences de la vie et de la santé, dont j'ai l'honneur d'être membre. Vous savez peut-être moins qu'il y a un comité d'éthique du numérique, un CCEN, un CCEN du numérique, qui a été créé par décret en mai 1924. Il est présidé par Claude Kirchner. 2024, j'ai dit 2004, 2024. Il n'est pas spécifique à la santé.
le CCNEN, il a travaillé par exemple sur les voitures autonomes, mais il y a un certain nombre de ses avis sur les agents conversationnels, sur le diagnostic médical, sur les technologies de reconnaissance faciale, posturale ou comportementale, ou sur les interfaces cerveau-machine qui concernent les domaines de la santé et qui croisent nos problématiques. Donc c'est aussi une ressource CCNEN où vous pouvez trouver voilà, un interlocuteur, une réflexion pour qu'on progresse ensemble sur ces questions. Merci beaucoup. Donc, voilà, je pense qu'on a bien vu que les volets réglementaires et éthiques s'imbriquent. Je pense que c'est très intéressant les 4 axes que vous avez développés sur cette thématique-là et je les trouve très pertinentes. Pour l'anecdote, hein, sur la partie aussi environnementale, à un moment donné, je ne sais pas si vous dites encore merci quand vous utilisez l'IA, mais il y avait eu un chiffre assez hallucinant sur la quantité de merci qui en fait était quelque chose qui n'est pas forcément très utile. Et du coup, même le fondateur de OpenAI a demandé d'arrêter de dire merci à ChatGPT pour limiter du coup tout le calcul qui était lié juste à ces merci qui étaient un peu supplémentaires. Moi, j'ai une question par rapport à, du coup, vous avez parlé des grands axes, des grands concepts de la technologie. Si on prend l'approche individuelle, tout à l'heure, Edem en a parlé par rapport aux patients qui arrivent en consultation. Est-ce que enfin, quelle est votre vision sur un patient qui, du coup, va en consultation, consulte son médecin? Moi, j'ai connu, par exemple, la cancérologie dans une hyper spécialisation, dans une logique où on ne fait plus de la cancérologie pour tous les cancers, on se spécialise sur tel ou tel type de cancer, on va même plus loin pour vous dire, on se spécialise sur des sous-types de cancer, donc il y a même des spécialistes de cancer du sein et de sous-types de cancer du sein. Et quand on veut aller voir un médecin, on veut que ce soit souvent le spécialiste de la pathologie qu'on a. Et comment est-ce que vous voyez les choses par rapport notamment au fait que ben voilà, un médecin plus polyvalent, ben, finalement, peut, grâce à la connaissance de l'IA, peut-être avoir des connaissances qu'il n'avait pas, qu'il n'arrivait plus à avoir avant, tellement on avait de connaissances à avoir pour être vraiment expert de la pathologie. Et en même temps, un patient pourrait aussi se dire, ben, si mon médecin n'utilise pas tout ce qu'il a à sa disposition, il y a peut-être une perte de chance pour mon suivi. Comment est-ce que cette perte de chance potentielle, elle est vécue côté éthique, peut-être sur cette thématique-là? Encore une fois, avec une notion où c'est subjectif, la perte de chance, mais voilà, je pense qu'il y a quand même ces sujets très actuels, en tout cas. En fait, c'est pour ça que dans notre manière de problématiser, on a essayé à chaque fois de ramener l'ensemble des 4 axes. Parce que c'est sûr que si on prend l'axe que d'un point de vue de l'action individuelle, toute perte de chance, il n'y a a priori rien de conforme à l'éthique d'aller vers une perte de chance. Mais en réalité, en se disant qu'il n'y a que à gagner en rajoutant un outil d'intelligence artificielle pour diminuer les pertes de chance, on ne voit pas dans quelle architecture ça s'installe. Donc moi, j'aurais tendance à dire, enfin, vous avez remarqué qu'on n'a pas trop fait une éthique individuelle. En réalité, là, c'est plutôt une manière très sociale de penser critique et sociale. Moi, il me semble qu'on ne peut pas demander aux individus tout seuls de se priver d'utiliser ces outils dès lors qu'ils sont à disposition. Et je pense que le but de ces 4 actes de problématisation, c'est de dire qu'il faut faire des choix collectifs. Et les choix collectifs ont une légitimité à après s'imposer aux individus qui font partie de la communauté. Ça, c'est un petit peu, finalement, c'est notre culture libérale qui nous fait prendre les actes un par un et évaluer est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien dans l'acte pris isolément, alors que dès lors qu'on prend un peu de recul, on ne peut pas en réalité complètement séparer cet acte de l'ensemble de l'écosystème dans lequel il s'inscrit. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Fabrice. Bah, peut-être que l'exemple que vous donniez tout à l'heure, c'est la question de la pertinence aussi. C'est-à-dire que qui va être capable de détecter, de trouver l'information pertinente pour ce patient-ci avec cette pathologie-là. Et donc, l'exemple qui était donné tout à l'heure de synthétiser des dossiers médicaux pléthoriques, c'est d'aller chercher pour cette demande-là, pour ce patient-là, avec les complexités de sa pathologie. Est-ce qu'elle est relativement standard ou est-ce qu'elle est rare, c'est une forme rare d'une maladie. Pour moi, c'est la question de l'information pertinente. Et donc, on est pour l'instant dans une fascination de la quantité de données
absolument phénoménal que ces systèmes nous permettent de traiter, au final, pour ce patient-ci, je pense que ça va quand même toujours être la même question: quelle est l'information qualitativement pertinente pour l'aider lui? Et ça, je pense que quand même, ces systèmes peuvent y aider, il me semble. Je crois qu'on n'a pas à hiérarchiser ici, à penser que l'intelligence humaine serait plus, par nature, plus propice à repérer l'information pertinente. Je voulais juste compléter sur un point, c'est que là, on part aussi d'un présupposé que toutes les spécialités sont au même niveau. Et pour moi, il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est que les spécialités qui ont déjà connu une uniformisation de leur pratique sont déjà beaucoup plus avancées sur tout ce qui est utilisation d'IA. Exemple, l'imagerie avec le DICOM, ils ont le même format, ils ont le format d'analyse. On se retrouve sur une facilité à pusher l'information et l'analyser et sortir un modèle. Biologie, même chose, on a des informations numériques, on peut sortir un modèle. Même chose sur certaines informations physiologiques. Mais là, on se retrouve sur un problème, moi je parle là vraiment en tant qu'universitaire en physio, c'est c'est ce que fait Calliope, c'est ce que fait d'autres entreprises, c'est d'essayer de créer de nouveaux chemins de physiologie, c'est-à-dire être capable de transposer quelque chose qu'on avait du mal à caractériser, qui était plutôt qualitative. Alors en psychiatrie, c'est toute une thématique pour être capable de savoir comment on peut la caractériser. Comme il y a aussi d'autres signaux physiologiques qu'on essaie de mettre en place. Et je ne parle pas en plus de tout ce qui est maturité d'un point de vue aussi textuel, comment nous on complète nos dossiers médicaux. Enfin voilà, le nombre d'acronymes qu'on a en médecine est énorme, le nombre de pratiques qu'on a aussi en fonction même de intra-service, inter-service et après international joue aussi à ce niveau, au niveau de la qualité de la donnée. Et je pourrais dire, moi en rhumatologie, si je prends rhumatologie pure, on a doucement au niveau de l'activité, on ne voit pas vraiment encore le bénéfice. Si maintenant je prends la rhumatologie d'un point de vue imagerie, je vois le bénéfice. Donc, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui avance très vite, une autre pratique qui est beaucoup plus lente, et on a un patient qui nous demande de répondre un peu sur l'ensemble, en fait. Et ça, c'est un peu difficile aussi d'expliquer ces différentes temporalités qu'il y a dans un patient qui peut réunir, ou même une patientèle, ou même, on va dire, un service d'hospitalisation, plusieurs réalités où, certes, fois, on est en pointe et d'autres, on est j'ai envie de dire, au temps présent, peut-être avant que l'IA soit autant popularisée. Donc, c'est là où il y a quand même une notion une hétérogénéité, je voulais vraiment signaler, entre les spécialités, parce qu'il y en a où on est en train de mettre les outils juste pour savoir détecter. On n'est pas encore sur IA, juste pour mesurer même. Juste pour mesurer, on en est à là. De faire ces outils. C'est comme si là, on était en train de créer l'électrocardiogramme ou l'électroencéphalogramme. Dans certaines disciplines, on en est à là. Et donc, tant qu'on ne les a pas et qu'on n'a pas normé tous ces éléments, ça sera difficile d'aller après à l'acte qui va être, et c'est pour ça que l'enchaînement qui était finalement vie technique et aussi science était important, parce que là, on est en train de transposer des principes petit à petit, trouver la technique qui permet de les analyser avant de mettre l'IA. Donc, tout le monde n'est pas à ce même niveau. Oui, ce que tu dis là, ça montre que ça accélère la disjonction qui existait déjà entre les spécialités qui sont très cliniques et celles qui sont déjà passées à de la médecine de laboratoire, de l'imagerie, et qui sont beaucoup plus basées sur les examens secondaires. Totalement, et intra-même spécialité. Là, on parlait de l'oncologie, moi je parle de la rhumatologie. Intra-spécialité, même à l'intérieur, on se retrouve avec, en fonction d'une patientèle, comme je dis, si on vient pour moi en rhumato avec une imagerie, je peux y répondre de manière très simple, très augmentée. Le patient suivant arrive avec une problématique qui est beaucoup plus, je ne sais pas, on dit souvent on en a plein le dos. Des fois, on a l'impression qu'en rhumatologie, on est la deuxième prénom du psychiatre ou psychologue, parce qu'on parle aussi de ces problématiques qui est beaucoup plus, on va dire, fonctionnelle. Ah voilà, on va discuter, on va essayer de traduire, on va essayer de trouver les éléments. Et là, tous ces outils ne sont pas au même niveau que là où on a l'imagerie. C'est vraiment cette hétérogénéité qui fait aussi la richesse et qui, pour l'instant, est une place où, j'ai envie de dire, l'humain peut se retrouver, peut réussir à encore orchestrer ces outils. Et au fond, je me dis, nos amis biologistes qui faisaient leurs analyses à la lab, mais qui ont vu les automates débarquer, ils ont aussi réussi à trouver un nouveau positionnement. Donc, quand je discute avec des anciens biologistes, ils rient, ils sourient en me regardant, en me disant, bon, nous, on a déjà connu cette première vague de révolution, vous êtes juste maintenant en train de connaître la vôtre. Je vous propose d'ouvrir la discussion avec la salle si vous avez des questions et des remarques. Ouais. C'est le micro.
Merci beaucoup. Alors, j'ai trouvé ça passionnant, mais je me suis noté ma question et j'espère que ce sera clair parce que du coup, il y avait beaucoup d'informations. Et je me demandais comment vous arriviez à gérer un peu éthique et innovation, parce que j'ai retenu le terme de choix de société, mais j'ai l'impression que, oui, on voudrait faire des choix de société dans l'idéal, qui soit positif, réfléchir à la pertinence, l'utilité, tout ça, mais l'innovation, ça va super vite et ça repose beaucoup sur les choix individuels. Et du coup, on a dit qu'on pouvait fermer les yeux, notamment si on est optimiste sur les innovations. Par exemple, sur la consommation de ressources, il y a l'idée de plus analyser les merci pour que ça consomme moins. Il y avait pareil de plus analyser les bonjours. Il y avait l'idée d'utiliser les calculatrices des ordinateurs et pas les ressources, par exemple, de ChatGPT quand ça demande des calculs simples pour que ça sollicite moins les serveurs. Donc, on peut se dire, bah, si on est optimiste, ça va consommer de moins en moins. Mais pendant ce temps-là, les gens se mettent à l'utiliser de plus en plus, et Uber, c'était pareil, ou Uber Eats. Comment on revient en arrière en se disant que le choix de société n'est pas le bon, alors que les gens ont fait des choix individuels en se disant que la bouteille de lait, ils la voulaient à 20 heures parce qu'ils n'en avaient plus, et que maintenant c'est ancré dans les habitudes, et on va leur dire, bah oui, mais là, le choix de société n'est pas bon. Et du coup, comment on peut gérer le timing entre l'éthique qui prend plus de temps, et c'est dur à anticiper vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et l'innovation qui va super vite, et qu'on a plutôt tendance à laisser faire pour voir. Merci de la question qui est très large. Waouh, beaucoup de réponses qu'on pourrait apporter. Je pense qu'en fait, il y a ces deux temporalités qui créent finalement un stretch et qui sont assez inconfortables à ce niveau, qui est finalement cette rapidité qu'on vit dans une innovation et qu'on recherche, mais en avons-nous besoin, tant besoin d'aller aussi vite? C'est une question que je me pose. Pourtant, je viens en poussant l'innovation, je suis plutôt de cette culture, mais je dis, avons-nous besoin vraiment de cette innovation? Et après, dans les bonjours et les merci, j'ai pas trop l'impression que c'est l'environnement qui a été la question, mais plus la question économique. Je pense que ça a été combien ça coûte d'utiliser un calcul, et ils se disent donc plus ça augmente, plus je vais utiliser un serveur. C'est souvent la vision économique qui a visé qu'on dise d'enlever ces éléments. Mais effectivement, je pense que pour toutes ces innovations, il est important, parce que là, on voit cette accélération, surtout dans le soin, je peux rester vraiment dans le soin, de se poser la question, qu'est-ce que ça va nous apporter réellement? C'était un peu toutes ces thématiques éthiques. Est-ce que c'est la meilleure des approches? Quand je dis meilleure, c'est dans le sens de quoi on a besoin. Des fois, je dis à mes étudiants, quand ils arrivent avec, par exemple, le nouvel outil qui fait le questionnaire de je ne sais quoi et je ne sais comment, et là, j'ai pas de connexion Internet quand je vais l'utiliser ou autre, feuille de papier. Voilà. Faisons la feuille de papier, prenons la feuille de papier, c'est bon, c'est réglé, on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on a aussi cette fascination pour le numérique, pour du numérique, et pas forcément sur les usages. Et or, dans le soin, on est vraiment sur des questions d'usage avant tout, et pas forcément d'avoir ce numérique. Donc, j'aurais plus une question qui serait, et on commence par l'introduire, parenthèse, sur les évaluations médico-économiques avec la HAS qui a introduit la notion d'impact organisationnel, parce qu'on en parle de plus en plus pour des remboursements. Mais quand on parle d'impact organisationnel, on le voit souvent dans qu'est-ce qu'on apporte de positif aux soins, l'économie, la durée moyenne de séjour et ainsi de suite. Et ça, les méthodos en entendent beaucoup parler, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on apporte de négatif, les externalités négatives de cela. Plus de temps, plus d'infrastructures, une formation de l'ensemble, une lourdeur administrative, tous ces éléments qui sont présents. Et ça, en fait, ces éléments qui sont hors champ, je pense qu'il faut peut-être, j'aime bien dire aux équipes, laisser retomber la poussière, regarder un peu qu'est-ce qui se passe avant de courir à ce niveau. Et c'est là où je dirais d'expérience, le temps qu'on a réglementaire pour obtenir cette certification CE ou l'agrément FDA, que je disais environ 3 ans, est quelquefois très intéressant pour se poser la question, parce qu'on doit penser l'usage, le produit qui sortira dans 3 ans. Qu'est-ce qui est l'essentiel et quel est l'impact qui va être finalement qui est présent aujourd'hui et qui sera encore présent demain? Peut-être très rapidement, parce qu'effectivement, la question est large. C'est vrai qu'à certains égards, on a l'impression d'être totalement dépassé. Quand ChatGPT Santé est sorti, j'ai regardé, ils avaient ouvert, je crois, ils avaient permis à 250 000 personnes de leur adresser des éléments. Ça a été rempli, mais en quelques minutes. Donc, on a l'impression qu'il y a une forme de régulation et de sérieux
dans le champ de la recherche, de la médecine, du soin public, organisé, sous contrôle, et que par ailleurs, il y a une économie de l'IA en santé avec un facteur, et en termes financiers, et en termes de nombre de données qui commencent à nous dépasser totalement, et on se dit, est-ce que voilà, cette régulation qu'on essaye de mettre en place, elle n'est pas déjà voilà, vaine, au sens où même les puissances économiques qui le mettent en place, y compris dans le champ de la santé, sont capables de faire plier les États, ou pourraient les faire plier. En plus, les États ont une compétition entre eux et ont intérêt à en favoriser certaines. Bon. Donc, je suis d'accord qu'il y a, sous un certain angle, on se dit les enjeux financiers sont tels, y compris dans le champ de la santé, que ces domaines-là, c'est devenu complètement poreux, et le caractère d'exception de la santé protégée comme quelque chose avec des données, etc., c'est un peu terminé. Et ça, on n'en a pas encore totalement, je crois, pris toutes les conséquences. En même temps, d'un autre côté, je trouve que la réflexion sur la sobriété, sur ce qui est pertinent, sur la proportionnalité de la recherche, elle est quand même intéressante. Et donc, notamment dans tous les usages concrets qu'on va avoir, quand on va avoir une maladie chronique avec un diabète, une surveillance constante, quand on va essayer de comprendre la iatrogénie dans le champ de la psychiatrie, quels éléments on va utiliser. C'est vrai qu'au départ, on essaie d'aller le plus large possible, mais au final, on va avoir un principe de réalité qui va nous nécessiter de proportionnalité. Est-ce qu'on a besoin de tout? Je pense que c'est ça que la question de la CNIL vous a posée sur l'étude des générations. Est-ce que vous avez vraiment besoin de traquer les déplacements sur des durées aussi longues, de 7 jours, des individus qui vont être de tous les déplacements, etc. Et donc, est-ce que c'est véritablement nécessaire pour la recherche? Donc, je pense s'ils ont fini par autoriser, c'est que vous avez réussi à les convaincre. Et donc, je trouve que dans les usages et dans la proposition qu'on va en faire, là, il y a des arbitrages à faire. Moi, il y en a un qui va être très important à voir, c'est le rapport en qui décide et comment se répartit dans le suivi d'une maladie chronique le pouvoir entre les soignants, les équipes soignantes, les patients et le système et l'assurance maladie. Et comment les rapports de pouvoir vont se gérer, comment l'assurance maladie, collectant des données, pouvant effectuer un contrôle, va essayer qu'il y ait une bonne gestion des moyens, et qu'est-ce qu'on va demander aux patients de collecter, quelle forme d'observance par rapport au capteur on lui donne. C'est pas pareil, un instrument qui collecte tout seul, ou si vous demandez à votre patient de lui prendre des photos, scanner, mettre des données, etc. Et donc, ça peut produire de l'aliénation aussi. Donc, c'est pour moi, dans tous ces usages concrets, indépendamment de la tech et les grandes entreprises de tech et tous les enjeux financiers qu'il y a, dans l'introduction concrète de ces usages pour la recherche, pour le système de santé, pour les patients, comment les rapports de pouvoir vont s'équilibrer et que ça ne se fasse pas, notamment au détriment des patients et des soignants, que pas dans une logique comptable, ce qui est possible aussi dans un moment de contraction. Ça pourrait être un outil de surveillance et de monitorage encore renforcé voilà. Donc je pense que je suis d'accord, à certains égards, on a l'impression que on parle, mais que ça va à une vitesse vertigineuse et y compris dans le champ de la santé. Je crois que malgré tout, et en recherche, et en clinique, et en santé publique, on a des leviers pour réfléchir à ce qu'on fait. Et l'innovation va quand même pas si vite, parce qu'entre le moment où elle est pensée, validée, mise sur le marché, comme le rappelait Eden, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, on peut essayer de réfléchir à ce qu'on fait dès le début, je pense. Et peut-être pour compléter, mais je pense que ta question est très intéressante et je pense que la dualité a bien été mise en évidence, mais moi je prendrais deux exemples que je connais, c'est la recherche clinique et l'économie de la santé. La recherche clinique, finalement, nous, en cancérologie, on a deux dynamiques. Il y a une dynamique d'avoir ce qu'on appelle des essais pragmatiques, et donc de faire des essais avec moins de collecte de données, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de données qu'on n'utilisait pas, et en fait, on veut faire des essais à plus faible coût, plus rapidement, des essais de pratique. Et donc ça, c'est des essais pragmatiques, donc c'est une dynamique. Et en même temps, on a par exemple le plan France Médecine Génomique avec des données de génomique extrêmement intéressantes potentiellement, mais qui ne sont pas exploitées parce qu'on a encore des données qui sont inexploitées, qui sont générées mais inexploitées. Et je suis assez convaincu du fait que ces données-là sont importantes pour la cancérologie de demain. Il faut les analyser. De la même façon, sur la partie économie de la santé,
On a bien sûr un enjeu sur avoir des financements, et donc de financer le système de soins, mais on voit tous que les contraintes budgétaires sont importantes, et donc on a des financements dérogatoires pour l'innovation. Et ces financements dérogatoires, ils ont aussi un intérêt parce que parfois on les critique, on dit ah mais finalement c'est des financements assez limités, c'est des financements que sur un certain temps, mais ça laisse aussi le temps dont parlait Eden d'avoir suffisamment de recul pour évaluer si vraiment, in fine, c'est intéressant. Donc on peut avoir des tests diagnostiques temporairement qui, in fine, ne seront pas évalués comme utiles par la HAS. Donc on a quand même un accès à l'innovation, mais en même temps, on n'a pas non plus commencé à rembourser l'argamanus et ces technologies. Donc, il y a toujours une dualité. Moi, je pense que pour le numérique et l'IA, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dire il ne faut pas du tout dire de numérique, ou inversement dire il faut en mettre partout et le faire pour tout, c'est forcément aucune des deux la bonne réponse. Et cet entre-deux, il va être difficile parce qu'il y a l'échelle individuelle, l'échelle sociétale dont on parlait, l'échelle du patient ou l'échelle de la santé publique plus collectif. Donc voilà, le temps n'est pas le même, l'enjeu n'est pas le même. Et donc, voilà, je pense que c'est des questions qui vont continuer à se poser. Et voilà, je pense que c'est intéressant de l'aborder aussi aujourd'hui pour avoir aussi un contrepoint à la partie plus optimiste, mais sans oublier comme la partie optimiste, parce que je reste persuadé quand même que voilà, dans tous les projets qu'on peut avoir, on parlait du SNDS, on parlait des cohortes, grâce à cette technologie, on va aussi aller plus vite, plus loin potentiellement que ce qu'on aurait fait si on gardait un peu la méthodologie actuelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Déjà, bonjour à tous. Merci pour cette très intéressante table ronde. Moi, j'aurais une question pour Arnaud et Edem, donc, car je suis aussi praticienne. Et quelle est votre réaction justement face à ces patients dont vous parliez tout à l'heure, qui viennent maintenant avec des diagnostics et qui viennent vous challenger sur des choses très précises et très pertinentes en tant que clinicien, en tant que praticien? Quelle est votre réaction et quelle est votre approche face à ces nouveaux patients, quoi? Honnêtement, je les aime bien, ces patients. Mais vraiment. C'est-à-dire que, bon, après, je peux me permettre, en tant qu'universitaire, on a plus de temps en consultation, mais c'est des temps d'échange assez intéressants où tout l'approche de la discussion, de comprendre pourquoi il en est venu à poser ses questions, arriver avec ses éléments et de déconstruire, en fait, ce point. C'est-à-dire déconstruire, prendre le temps de se dire, OK, quelle est la référence, dans quelle mesure, oui, mais tel symptôme, comment vous allez le caractériser, et refaire tout le cheminement. Qu'est-ce que vous avez rentré dedans? OK, j'ai ça, 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 mais ça, ah, mais non, j'avais pas mal ici, mais vous l'avez noté? Non. Et reprendre le temps tout au long de la consultation. Donc, moi, de manière pratique, il arrive interrogatoire, ou elle arrive, me présente, oui, j'ai ça, 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 j'ai vu ça, 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 ça. OK, je lui laisse l'espace. Et il faut laisser l'espace au patient de s'exprimer. Encore une fois, luxe encore hospitalier qu'on peut avoir de laisser cet espace et ce temps. Je ne vais pas dire qu'il faut l'appliquer partout parce que, hélas, il y a des réalités aussi de cabinet aussi où on a de moins en moins de temps. Donc, je le laisse s'exprimer. Puis, au moment où on est à table à l'examen, je commence par discuter. Et donc, la douleur était comme ci, était comme ça. On y va petit à petit, petit à petit. Et à un moment, on déconstruit, mais jamais de manière frontale, vous avez faux. Sinon, on va rentrer dans un conflit, en fait. Et si on rentre dans ce conflit, tout ce qui va en suivre ne servira à rien. Il ira chercher le praticien qui va lui redire finalement ce qui l'intéresse et qui va très rapidement dire oui, c'est ça, et on passe à autre chose. Donc, je pense que c'est vraiment ce temps d'échange, de déconstruire. Et c'est pas si loin. Alors, j'ai aussi une pratique chez des sportifs de haut niveau. Alors là, c'est encore pire, c'est les croyances. Donc, ils arrivent avec croyances, articles. Donc là, c'est quelquefois, j'étais avec des sportifs à lire avec eux les articles. Est-ce que vous avez regardé ça? Est-ce que vous avez regardé ci et compagnie et tout ça? Donc, je pense que ça demande un temps de curation. J'aime bien ce terme de curation au niveau, mais je l'entends dans le terme artistique, vraiment de savoir comment c'est bien beau, vous avez les tableaux, mais la manière dont on va vous amener la chose joue dans votre expérience. Donc, c'est un peu la manière dont vous allez faire cette direction petit à petit, ce cheminement pour que le soin se fasse. Et au fond, comme mes maîtres me disaient en médecine, le soin, je vais dire, la consultation commence quand vous prononcez le nom du patient et qu'il se lève. C'est-à-dire tout ce cheminement est important. Donc ça redonne pour moi des lettres de noblesse à ce temps d'explication, de pédagogie, de cheminement. Et quelquefois, ce cheminement se fait sur plusieurs consultations pour à la fin arriver à « Ah bon, finalement, l'algorithme s'est trompé, mais bon, on passera à autre chose ou autre. » Mais des fois, il dit « Bah, il avait raison. » Mais moi, je vais dire « Oui, effectivement. Mais maintenant, on sait pourquoi il a raison. » Et c'est pas juste on l'a pris comme argent comptant. Je partage ce qui a été dit. Moi, si je simplifie un petit peu, je dirais que quand j'ai commencé mes études de médecine, c'était l'époque Doctissimo, forum de patients. Quand j'étais interne, c'était l'époque avec Twitter, etc., où il y avait les congrès. Et donc, les patients arrivaient avec les résultats de congrès. Et quand j'étais chef de clinique, ça a été le début de l'IA avec, du coup, toute la donnée qu'on peut avoir rapidement. Et
Je pense que on a quand même un progrès dans la qualité de la donnée que les patients peuvent avoir à disposition. Par contre, il faut, comme avec les étudiants d'ailleurs, les étudiants qui maintenant utilisent beaucoup l'IA, à mon avis, il faut accepter de vivre avec, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas lutter contre ça. Et par contre, ça demande beaucoup de temps, de pédagogie. Et je pense que c'est quand même assez vertueux, même pour les médecins, dans notre propre pratique. On a peu de formation médicale continue finalement, et c'est un moyen aussi d'être sûr qu'on est bien en train de faire les bons choix. Donc moi, je le vois de façon plutôt positive, quand d'autres peut-être le voient de façon plus négative avec la place du patient, mais c'est voilà, dans la démocratie sanitaire, dans le concept de patient partenaire, c'est un vrai sujet, bien sûr. Un patient partenaire, il l'est d'autant plus qu'il a des informations à disposition. Donc il faut accepter que les sources le soient. Par contre, il faut être capable d'être sûr, et on revient sur la pertinence de l'information. Moi, je partage tout à fait ça. Là, il y a un effet waouh avec beaucoup de connaissances. La réalité, c'est que l'effet waouh sera quand il y aura une peu de connaissances pertinentes grâce à tout ça. Et donc là, il y a le rôle de l'expert, de comment est-ce qu'on est capable de mettre en perspective. Et je pense que c'est tout le rôle du médecin de savoir gérer cette information pour justement que le patient après ait une information plus pertinente, plus concise, plus pertinente pour lui aussi, plus personnalisée par rapport à ce qu'il peut trouver quand il fait des recherches sur Google ou sur ChatGPT. Et peut-être que vous pourriez dire à vos patients de ne pas mettre leurs données de santé n'importe où et de ne pas les confier à tout, à voir à quelle intelligence artificielle ils font appel et à se demander où va atterrir l'information qu'ils donnent, parce qu'elle en a d'autres. Quand on a activé l'historique, elle retrace qui on est. Donc peut-être que dans une collaboration médecin-malade avec Médier, j'aime bien l'idée que ce soit des patients intéressants. La question quand même de l'éducation sur le réciproque de où ça va atterrir est quand même un peu cruciale parce que c'est pas totalement anodin. Peut-être qu'il y a quand même toujours une question entre l'utilisation primaire pour le patient et l'utilisation secondaire des données. J'en ai parlé un peu en introduction. Je pense que nous aussi, en santé publique, on a cet enjeu on est quand même intéressé pour utiliser des données qui vont être souvent alors, anonymisées ou pseudonymisées. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu-là de comment, voilà, il y a trouvé toujours le juste milieu entre le réglementaire qui protège et le réglementaire quand même qui facilite, et les cadres un peu dans lesquels on peut avoir des études ancillaires, des études sur les données de santé qui peuvent être réutilisées. C'est aussi quelque chose, à mon avis, à pas oublier. Et voilà, je pense qu'il y a aussi toujours cet enjeu de distinguer l'utilisation primaire versus secondaire aussi des données. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. C'est vraiment un débat extrêmement intéressant. J'aimerais juste le recentrer à un niveau très opportuniste. Quelles ressources on a, nous, chercheurs, enseignants-chercheurs, à disposition pour essayer de faire de la pédagogie autour de l'utilisation éthique de l'IA? Parce que là, c'est le temps de la recherche, et il est ce qu'il est, mais j'ai l'impression que vous avez déjà mené des réflexions, mené des travaux. Qu'est-ce que nous, on peut avoir comme résultat de vos réflexions pour diffuser au mieux? Alors, je pense vraiment à mon cas particulier, je suis enseignante-chercheuse, pour l'utilisation auprès de nos étudiants. Enfin, il y a un besoin vraiment urgent de sensibiliser à l'utilisation éthique, raisonnable, pertinente de l'IA. Voilà, je vois bien qu'il y a déjà beaucoup de réflexions mises en œuvre. Et voilà, quelles ressources nous on peut avoir, de manière accessible simplement, pour avoir un peu accès à vos réseaux? Le document de l'INSERM que je vous ai cité, il est vraiment fait pour la recherche en santé et donc pour des étudiants dans ce champ-là. Je trouve que c'est. Vous voulez que je vous redonne des références, mais oui, il est vraiment extrêmement bien fait. Il est récent. Février 2025, guide de bonne pratique de l'IA à l'INSERM. Et donc, il y a une synthèse, il y a des points, et il y a tout le lien avec l'intégrité scientifique en général, avec les questions de vérification des résultats, d'attribution, et donc de vigilance, tout ce qui fait qu'en tout cas, en termes d'intégrité scientifique, c'est pertinent. Je trouve que c'est un document récent, très bien fait, pas trop long, et qui croise des chercheurs de l'INSERM, leur comité d'éthique et la gouvernance. Donc, je trouve c'est le plus synthétique que j'ai trouvé, moi, en faisant une recherche il y a quelques jours. Et pour mon expérience, j'aurais tendance à dire c'est l'UE, je crois, numérique en santé est très récente au niveau des études du premier cycle de médecine, donc on n'a pas encore de recul par rapport à ça au niveau des enseignants, des personnes apprennent. Je vois pour intervenir dans plusieurs universités sur cette UE très spécifiquement. L'enjeu, je pense, pour les étudiants, je dirais, c'est plutôt de réussir à matérialiser de quoi on parle. Parce que la plupart du temps, ils se retrouvent avec des concepts et ils ne voient pas comment ces concepts vont sédimenter dans leur pratique immédiate
de soins, surtout que souvent, ils n'ont pas encore eu de stage ou d'expérience de soins, ou comme ça se fait au premier cycle, ou d'innovation, si à un moment, ils ont envie de faire ces doubles cursus, j'ai envie de dire santé, ingénierie, ou d'ingénierie aller vers la santé. Donc, comment expliquer ces points? Et je pense que c'est important de pouvoir, comme cette table ronde et comme finalement cette session, cette journée a été organisée, d'avoir plusieurs réalités, parce qu'on a les réalités qui sont à la fois en sciences humaines, éthiques, qui sont très importantes, qui est un peu le fond de pourquoi, je veux dire, viscéralement ou que de manière collective, on va vers ce mouvement. Il y a aussi le regard clinicien très pratico-pratique qui est essentiel à avoir, et je dirais aussi la réalité technologique en fait et technique, parce qu'à un moment, avant, on comprenait encore la stat. Moi, je dis souvent à mes étudiants, l'IA, c'est un peu de la stat sous stéroïde. À un moment, on ne sait même plus ce qui se passe en fait. Et quand on arrive à là, on a beau avoir des bases en statistiques, ce qui se passe en IA, des fois, nous dépasse parce que c'est un autre métier par rapport à ça. Et c'est un peu réussir à réunir tout le monde autour d'une table pour arriver à converger. Donc là, le rapport permet d'avoir ces éléments. Et enfin, de commencer à faire les référentiels petit à petit, et ils sont en train de se faire. Le truc, c'est que dans la médecine, on a souvent eu beaucoup de référentiels. On parlait de la physiologie, physiopathologie, anatomie. Et là, on a, j'ai envie de dire, une nouvelle discipline qui est en train d'arriver en médecine, si je peux le dire comme ça, qui est ce numérique en santé, ce numérique pour la santé, parce que le numérique, c'est beaucoup plus ancien, mais dans ce caractère pour la santé. Et il faut qu'on soit capable aussi de créer ces bases, en fait, communes, petit à petit, et ces référentiels sur lesquels on pourra piocher. Et je pense que ça va venir au fur et à mesure d'année en année. Et il faut qu'on ait de plus en plus d'événements comme maintenant, et qu'on arrive aussi à faire trace de ces événements au-delà de la présentation avec des écrits, des rapports. Et ça, c'est au fur et à mesure que ça pourra se faire une connaissance commune. Très rapide, moi, le seul point que je rajouterais, c'est le fait qu'il faut par soi-même utiliser l'IA comme les gens avec qui vous interagissez. Moi, je prends des exemples. Typiquement, j'ai appris à faire du R sans du tout d'aide ou de Claude Code ou ce qu'on veut. Quand je vois que maintenant, ils utilisent ça pour aussi leur code R, pour comprendre ce qu'ils font, j'ai aussi eu besoin de regarder ce que ça donnait. De la même façon, je pense que pour les patients, il faut aussi voir, quand on tape cancer du poumon, traitement de première ligne, voir un peu ce que ça fait, quelle est la réponse. Donc, je pense que voilà, il y a aussi un message de si on veut essayer, je pense que le guide est très utile, mais il faut aussi par soi-même expérimenter. Et voilà, je pense qu'à l'époque où l'ordinateur est arrivé, pour pouvoir discuter avec des étudiants qui utilisaient l'ordinateur, il fallait aussi s'être mis à l'ordinateur, ou je crois pas, quand il y avait des transparents et que PowerPoint est arrivé, il fallait aussi s'être mis soi-même à PowerPoint pour pouvoir en parler avec les étudiants. Enfin, voilà, c'est un peu des analogies qui valent ce qu'elles valent, mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi un sujet de nous-mêmes l'utiliser et voir ce que ça fait. Peut-être pas forcément au quotidien, mais au moins tester pour voir un peu quelles sont les limites aussi de l'utilisation. Je pense qu'on arrive presque à la fin Je peux de juste la table ronde. Ouais. rajouter, parce que les 4 axes de problématisation dont on a parlé, il est issu du travail, donc du séminaire dont j'ai parlé. Si vous voulez, vous pouvez le retrouver en ligne. Ça s'appelle, vous tapez l'innovation entre mythe et réalité. Normalement, c'est le premier lien, c'est celui de l'espace éthique. C'est pas un guide, mais c'est une synthèse des séminaires. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de pas prendre l'IA de manière générale, mais à chaque fois l'IA dans un cas particulier, parce que il nous semble que d'un point de vue éthique, ça pose des questions qui sont assez différentes, et je pense que c'est important pour les étudiants. Un LLM, ça pose une vraie question sur le rapport à la vérité. Est-ce que ça dit la vérité? Est-ce que ça dit juste du vraisemblable? Donc ça a été un gros axe sur les LLM. Mais quand on prend l'IA pour faire de la lecture d'images, en fait, le problème éthique principal, c'est celui du partage de la responsabilité. Et donc c'est intéressant de prendre l'IA en tant que technique, parce que ça pose des enjeux éthiques liées à la technique même, mais en fonction de ce qu'on y fait, dans quel outil on l'insère, ça pose aussi d'autres questions d'éthique je pense qu'il faut pas, voilà, qu'il faut pas tout mélanger. Donc ça peut être aussi une ressource. Et je pense que pour les étudiants, c'est important aussi que ce soit assez clair, pas juste l'IA, mais tel outil d'IA. On conclut, c'est ça que tu... Ouais. Après, on pourra peut-être poursuivre les échanges avec le pot, mais en tout cas, voilà. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'était forcément, c'est dur de tout balayer. Je pense que chacun a des problématiques aussi spécifiques par rapport à son domaine de recherche, ce qu'il fait. Ce qu'on a en tout cas essayé de faire, c'est déjà de ne pas oublier qu'il n'y a pas que l'IA, il y a aussi la santé numérique au sens large. Et ensuite, bien sûr, on parle beaucoup de l'IA et ça peut être intégré dans des dispositifs médicaux. Il peut y avoir de l'IA, ça peut être. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi cet enjeu de bien garder en tête qu'il y a
d'autres choses que l'IA uniquement. Et après, je pense que voilà, l'objectif, c'était aussi de ne pas avoir une vision trop simpliste de la situation, de montrer que sur des cas concrets, on a vu avec les objets connectés, il y a des problématiques, il y a aussi des enjeux d'adoption, etc., et de suivi des patients. Sur les cas aussi sur le SNDS et sur la partie plus LLM, on voit bien que bah voilà, on est loin d'arriver à un stade où c'est magique. Et le mot, je pense aussi, intelligence artificielle est très voilà, positif. On entend intelligence, voilà, mais en fait, ouais, je pense qu'il y a aussi tout un enjeu de limiter cette croyance. Et après, je pense que voilà, la partie réglementaire, la partie éthique, elle illustre bien que voilà, le réglementaire, c'est pas uniquement restrictif, que ça va plus loin que les normes, mais ça va aussi avec l'évaluation, la pertinence. Et la partie éthique était aussi, je trouve, très intéressante pour prendre du recul. Et les 4 axes dont tu parles aussi permettent aussi de sortir de ce qu'on peut poser comme question parfois au quotidien. Et donc, en fait, je pense voilà, on a essayé de balayer un petit peu ça. C'était pas forcément évident sur 3 ou 4 heures, mais en tout cas, merci aussi pour les questions. Et on est, je pense, disponible pour échanger aussi sur les différentes thématiques. Pour voilà, si vous avez des questions vous spécifiques par rapport à des projets, et plus on collabore, plus on parle de nos propres expériences, je pense plus on arrivera aussi à progresser collectivement, parce que voilà, on a chacun une expérience avec le numérique ou l'IA qui est propre à notre laboratoire, à notre équipe de recherche, et là ça permet aussi de partager un peu au sens plus large. Et du coup, il y a le pot juste après, qui est à l'extérieur. Et je remercie aussi beaucoup, du coup, Pauline et Mario pour leur aide pour l'organisation aussi de cette demi-journée. Et merci Alexis aussi. Merci à tous.